Vous êtes sur KVTV et vous faites bien. Bienvenue à toutes et tous dans cette édition d'information dont voici les titres. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, la circulation est très difficile au kilomètre 36, causant ainsi des embouteillages monstres qui perturbent toute la circulation. Pour bon nombre d'observateurs, c'est le déplacement massif des citoyens à l'intérieur du pays pour célébrer Tabaski qui cause ces bouchons. Vous les entendrez dans cette édition d'information. À l'instar des autres pays, la Guinée a fêté ce 26 juin la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. En Guinée, les chiffres font froid au dos et les jeunes sont les plus vulnérables. Plus de détails, c'est dans ce journal. En Guinée, le football guinéen est en manque criard d'infrastructures. En cette période hivernale, les terrains de proximité de Conakry se trouvent dans un état de dégradation piteux, une situation qui empêche les amoureux du football à bien pratiquer leur sport préféré. Notre rédaction a rencontré quelques-uns d'entre eux. Les échos, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le monde entier célèbre ce 26 juin la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En Guinée, les chiffres font froid au dos et les jeunes sont les plus touchés par l'apparition très récente d'une catégorie de drogue appelée couche, ce malgré de multiples efforts consentis par les autorités. Amara Bangoura pour plus de détails. Sur ces images, un malade autrefois sous la dépendance de la drogue, souffrant de la dépression mais sous traitement, la vingtaine dit avoir commencé à consommer la drogue par le Canada El Nami. Élève de la 11e année, il s'est vu forcé à abandonner l'école. J'étais mal à l'aise. Mon corps était étouffé. J'ai insulté pas mais j'ai agressé les gens. Comme lui, plusieurs jeunes sont attirés par la consommation de la drogue malgré les conséquences nocives. Certains rejetés et d'autres pris en charge, la situation reste préoccupante. Au service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée, les chiffres sont interpellants. Ici, on a au moins un grand nombre. La plupart des gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont des jeunes qui sont dans la consommation. Le nombre est là, au moins depuis qu'on est là, depuis 2019 jusqu'à maintenant, nous sommes dans les nombres de 200 personnes qui sont là, dans la consommation et d'autres pathologies associées. Ce 26 juin, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée dans un contexte où la drogue couche fait des ravages au sein de la jeunesse en Guinée, avec au moins une dizaine de cas de décès enregistrés. Dans cette lutte sans relâche, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons déjà pris des mesures concrètes. Les forces de l'ordre, notamment les services spéciaux, ont renforcé leurs efforts pour démanteler les réseaux de trafic de drogue et poursuivre en justice ceux qui exploitent la vulnérabilité de nos jeunes. En dépit des dangers avérés, la consommation de la drogue persiste. En 2021, environ 275 millions de personnes ont consommé des drogues, soit une augmentation de 22% par rapport à 2010, selon le rapport mondial de l'Office des Nations Unies contre la drogue. D'ici à 2030, les facteurs démographiques prévoient que le nombre de consommateurs pourrait augmenter de 11% dans le monde et jusqu'à 40% en Afrique. Justice, dans cette édition d'information, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dixine la semaine dernière. C'est suite à une citation directe portée par des responsables du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Dans la salle d'audience à l'ouverture du procès, Alphonse Charles-Wright était bien présent. Sa présence à ce procès a suscité plusieurs interrogations et des réactions vu son statut de ministre de la République. Ansoubaïlou Baldé, suivez. Alphonse Charles-Wright avait-il l'obligation, au regard de la loi, de se présenter devant le tribunal correctionnel de Dixine pour être jugé, malgré son statut de ministre de la République et en tant que procureur au moment des faits qui lui sont reprochés? Sur la question, ce juriste et consultant média a tenté d'apporter des précisions. Selon Fahimba Mara, Charles-Wright n'était pas du tout obligé d'aller se présenter devant cette juridiction. Je peux vous rassurer que juridiquement, il n'était pas obligé parce que selon les lois de la République, il est dit que les ministres en fonction ne sont justiciables que devant la haute cour de justice. Il est très rare de voir un ministre en fonction de comparaître devant une juridiction à la suite d'une plainte d'un citoyen ordinaire.
Cela a longtemps été dénoncé et a irrité des observateurs, notamment les défenseurs des droits de l'homme. Pour Mamadou Kali Diallo, membre de la Baynote intelligente, cette comparution d'Alphonse Charles Wright prouve à suffisance que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Contrairement à Fahimba Mara, pour lui, le ministre était obligé de répondre à l'appel du tribunal. Il avait l'obligation d'aller répondre. Maintenant, à la justice de toucher les questions de fond. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi et qu'ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. De par son acte, Alphonse Charles Wright complique la tâche désormais aux ministres qui tenteraient de défier la justice quand ils seront en conflit avec des citoyens, analysent certains observateurs, puisque sur la base de la loi en Guinée, il faut savoir que seule la Haute Cour de justice est censée juger les chefs de département ministériels pendant qu'ils sont en fonction. Mais fort malheureusement, sa mise en place est loin d'être effective. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel du débat d'orientation constitutionnelle des populations à la base. Ce lundi, dans la commune de Matoto, ces séances de consultation initiées par le Conseil national de la transition visent à recueillir le maximum d'avis sur le contenu de la nouvelle constitution. Mayambo Ibari. Après Kaloum, c'est au tour de la commune de Matoto d'accueillir des membres du Conseil national de la transition ce lundi matin. Étaient présents à la cérémonie les chefs des différents quartiers, les chefs de secteur et aussi les cadres de la commune. Dans sa prise de parole, la vice-présidente du CNT a invité les citoyens à participer à ces débats d'orientation citoyenne. Ici, il sera question de recueillir vos propositions. Qu'est-ce que vous voulez pour que ça soit consigné dans la nouvelle constitution? Comment vous voulez que la constitution soit écrite? Parce que comme vous êtes d'accord avec moi autrefois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu beaucoup de constitutions qui ont été rédigées, mais nul ne savait qui était à l'origine, qui avait fait quoi, qui avait fait ça. Pour les citoyens qui souhaitent avoir une constitution réadaptée en fonction des réalités de la Guinée, ces débats de consultation citoyenne arrivent au bon moment. C'est la première fois qu'un pouvoir arrive dans ce pays et consulte les citoyens à la base. Les 85% de la population guinéenne est analphabète. On a remarqué que dans ce pays, ce sont les têtes bien faites, les intellectuels, ils fabriquent des constitutions, ils viennent soumettre ça à l'approbation de la population à la base. Et c'est une population qui n'est pas lettrée. Quand leur leader leur dit « il ne faut pas voter », ils ne vont pas voter. Quand leur leader leur dit « il faut voter », ils vont voter. Des questionnaires sur les amendements de la nouvelle constitution ont été distribués aux responsables de la commune de Matoto. Des questions qui permettront de recueillir les propositions des citoyens sur le projet de la nouvelle constitution guinéenne. Entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs guinéens sont confrontés à un accès difficile aux moyens de financement de leurs entreprises. La plupart d'entre eux sont obligés d'aller à pas de caméléon avec leurs maigres fonds. Pourtant, depuis quelques années, l'État guinéen, à travers la création de certaines agences et la mise à disposition des fonds, encourage les jeunes à s'intéresser à la création de l'emploi. Comment ces efforts sont-ils bien organisés? Les véritables bénéficiaires de ces fonds les reçoivent-ils? Danda Diallo, expert en accompagnement des jeunes entrepreneurs, propose la création des ministères de l'entrepreneuriat pour fédérer les efforts. Reportage Mamadou Tanouba. Se lancer dans l'entrepreneuriat relève d'un véritable combat en Guinée. Depuis quelques années, l'État encourage les jeunes à créer leur propre environnement d'affaires. Une démarche qui se heurte à un manque d'organisation des efforts. Conséquence, les jeunes qui s'aventurent dans ce domaine font face à des difficultés de financement. C'est le cas de Aminata Kourouma, qui est fondatrice d'une entreprise de décoration intérieure. Trouver un financement du projet dans toute sa forme et dans tout le fond en Guinée, c'est l'un des problèmes que nous rencontrons en tant que jeunes entrepreneurs. Mamadou Saliou Bangoura est un stagiaire en prise de vue à la RTG.
Il a réussi à mobiliser un petit fonds qui lui a permis de mettre en place une imprimerie. Lui également est confronté au manque de financement. C'est à travers les restos de mes reportages que je me suis vraiment organisé pour pouvoir épargner une partie afin d'acheter ces matériels que j'ai. Parce que je sais que sans ça, vraiment, je ne pourrais pas vraiment mettre en place ce que je vais mettre. Parce qu'il n'y a pas une banque aujourd'hui appropriée pour les entrepreneurs en herbe comme nous. Danda Diallo est un expert en accompagnement des jeunes entrepreneurs. Il propose la création d'un ministère chargé de promouvoir l'entrepreneuriat afin d'avoir une visibilité générale sur toute la chaîne. C'est un ministère qui viendra mettre en place une dynamique dans laquelle tous ces acteurs vont se retrouver et tous ces acteurs vont se donner la main et travailler ensemble pour que le processus de création d'entreprise soit vraiment très dynamique et que les acteurs s'y retrouvent. Les jeunes entrepreneurs guinéens attendent de l'État et des institutions partenaires une véritable politique d'aide qui permet d'orienter les efforts vers les véritables bénéficiaires. À quelques heures du jour de la fête de Tabaski, les fidèles musulmans du monde entier s'apprêtent à un grand jour d'invocation ce mardi. C'est le jour de Arafat. Il est connu comme étant le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, soit le même mois que le Hajj. Jeûner ce jour permet aux musulmans qui n'accomplissent pas le Hajj d'être récompensés par Dieu, selon l'imam Abdoul Sankon. Il estime que jeûner demain est égal à 2 ans de bénédiction. Suivez ses propos au micro de Mama Issata Tawel Kamara. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à la Mecque, le prophète tellement qu'il veut que nous gagnions quand même le bienfait, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que lui reconnaît parfaitement que nous sommes tous des pécheurs. Il dit, Dieu vous a accordé, vous qui n'avez pas eu la chance d'aller à la Mecque, il vous a donné une journée, qui est le jour de Arafat. Celui qui gêne le jour de Arafat, Dieu l'accordera quand même 2 plus grandes bénédictions. Qui est quoi? Dieu le fera gracier de l'année dernière et l'année suivante aussi. Alors, ce sont ces bienfaits du jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est les raisons, ceux qui sont à la Mecque, ils ne font que demander la grâce d'Allah, pas d'effectuer une prière là-bas. Chaque musulman qui se réclame musulman doit jeûner le jour de Arafat avec la foi, accompagné par la foi. Parce que le prophète nous a juste incité de ça. Il dit, Mansama imanan, celui qui jeûne avec la foi. Pas parce que mes amis ont gêné, pas parce qu'ils m'ont parlé quand même de l'importance, moi aussi je vais en avoir. Non, mais Dieu nous juge à travers nos intentions. Alors on doit gêner, mais avec la foi aussi. Dans la même perspective, la circulation est très difficile au kilomètre 36. À moins d'une journée de la célébration de la fête de Tabaski, un embouteillage monstre perturbe toute la circulation. Beaucoup sont ceux qui pointent du doigt le déplacement massif des personnes qui décident de sortir de Conakry pour célébrer la Tabaski à l'intérieur du pays auprès de leurs parents. À la gare routière de Gomboya, l'ambiance trouble la circulation. Suivez le reportage de Néoum Baldé de retour de Koya. Conakry, kilomètre 36. Voici le nouveau visage de cette route nationale à quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski. Des camions de transport, des minibus, des véhicules personnels, tous bloqués dans un embouteillage terrible. Une situation qui met mal à l'aise les agents de la police routière. Nous avons des difficultés avec les chauffeurs. Vous voyez, nous sommes là. Quand on leur dit d'aller doucement ou bien de suivre la ligne, certains déboîtent, ils viennent, ils sont pressés pour aller. Quand ils viennent, on leur dit non, mon frère, faites doucement. Tu n'es pas pressé plus que ceux qui sont dans les rangs. Rentre dans les rangs, vous allez tout doucement, vous allez arriver à votre destination. À la veille de la célébration de la fête de Tabaski, ils sont des milliers de citoyens qui se rendent au village pour fêter. Dans les embouteillages, nous voyons Ousmane Touré dans son taxi. Agacé par les embouteillages, il crie à haute voix « Nous sommes fatigués de ces bouchons ». Nous souffrons beaucoup. Vous-même, regardez ces embouteillages. La police aussi multiplie nos inquiétudes pendant les fêtes en général. Moi, je vais au village, mais à quelle heure nous allons rentrer, je ne saurais vous le dire. Ici même, je dirais qu'il n'y a pas d'embouteillage. Arrivé entre Kindia et Mamou, c'est le calvaire total. Aidez-nous. Selon plusieurs observateurs, en cette période de fête, la prudence
vigilance doit être de mise sur les routes afin d'éviter les cas d'accidents qui ont toujours endeuillé le peuple lors des déplacements pour les fêtes de Tabaski. Place au sport. Après une défaite amère de la Guinée 2-1 face au Maroc, le pays hôte de la CAN U20, l'équipe de Morlaye Cissé s'apprête à livrer une bataille face au Congo pour sa survie dans cette compétition à Conakry. Si certains citoyens croient à la victoire du Sili national, d'autres par contre sont pessimistes par rapport à une performance des coéquipiers de Seydouba Cissé contre la RDC. Suivez-les au micro de notre reporter Essata Kourouma. Et surtout qu'en matière de football, on ne doit pas comparer les matchs. Chaque match a sa réalité, a sa physionomie. Et le football d'aujourd'hui se joue actuellement avec l'engagement, la volonté. Donc l'engagement qui leur a manqué contre le Maroc, ils peuvent se racheter en jouant contre le Congo et ça peut, n'est-ce pas, leur être un élément avantageux. Et moi, je l'espère bien qu'ils vont essayer de gagner parce qu'ils ont perdu leur premier match. Bon, il suffit, ce n'est pas seulement les supporters ou moi-même, mais tout dépend des joueurs. Ils n'ont qu'à mettre leur talent et leur mentalité pour honorer le pays. Pendant combien d'années on cherche la victoire? Donc cette année, c'est notre année. Le U23 aussi doit envoyer ses cannes chez nous ici. Oui, j'espère très bien la façon dont ils ont joué contre le pays hôte. Là, j'attends leur victoire. Et puis une large victoire. Et le système de jeu imposé à Morlaye Cissé, ça, je suis conscient qu'ils vont gagner ce match. Vouloir parler de l'équipe nationale, surtout football guinéen, que de déception. Hein. Donc, je ne peux vous dire que le sélectionneur doit faire un grand effort parce que le passé, là, nous inspire beaucoup, surtout les derniers matchs. Là, ça a été vraiment une fatalité parce que, qu'est-ce qui est marrant, on commence par faire la victoire et puis, à un niveau, on voit les larmes qui coulent. Là, c'est très grave. Maintenant, football à la base, l'un des tendons d'Achille du sport guinéen, particulièrement le football et le manque criard d'infrastructures. En cette période hivernale, les terrains de proximité de Conakry se trouvent dans un état de dégradation piteux. À chaque fois qu'il pleut, ces terrains sont inondés par les eaux stagnantes. Cette situation empêche les amoureux du ballon rond à bien pratiquer leur sport préféré. Ils sollicitent l'aide des autorités sportives. Immersion dans les terrains de proximité de Conakry avec Lansana Fofana. À première vue, ce terrain ressemble à un marigot sorti de nulle part. Nous sommes à Dixingar, dans la banlieue de Conakry. Ici, en lieu et place du gazon naturel ou synthétique, c'est l'eau qui occupe presque tout le compartiment du terrain. Les surfaces de réparation sont envahies par ces eaux stagnantes. Avec cette situation, Alseni Moussa Kamara, entraîneur, est obligé de diviser le terrain en deux parties pour s'entraîner avec son équipe, ce qui ne facilite pas la tenue d'une séance d'entraînement normale. Il y a des parties occupées, l'eau, la partie occupée, impraticable. La partie qui n'est pas occupée, c'est là-bas que nous faire ça nous empêche maintenant de faire les tactiques de jeu et la séance de jeu. Ce terrain a formé plusieurs joueurs. Certains continuent même de mouiller le maillot pour la Guinée, comme Isiaga Silla. Aujourd'hui, son état ne répond pas aux normes d'un terrain de football. Pourtant, il sert de centre de formation pour ces jeunes footballeurs. Amadou Tigan Samoura est l'un d'eux. Le jeune sollicite l'intervention des autorités sportives pour la réhabilitation de leur lieu d'entraînement, afin de lui permettre de réaliser son rêve. Je vais être un grand joueur de football en Guinée. J'invite les ministres pour venir arranger notre terrain. De Dixingar, nous nous sommes rendus au terrain de Lambangui. Ici, presque toute l'étendue de l'aire de jeu est inondée. Pour bien jouer sur ce terrain, il faut d'abord contrôler la boue, ensuite contrôler les eaux stagnantes et enfin s'occuper de l'adversaire. Pourtant, plus de 15 clubs informels viennent s'entraîner ici. Mais en cette période hivernale, les séances d'entraînement sont presque à l'arrêt. Tout le temps c'est plein. Même après 2-3 jours de pluie, surtout quand il y a forte pluie, on peut faire toute la semaine, on peut plus. Même ce petit espace qui est libre là, tu trouveras tout est plein d'eau. Si le football a quitté la rue pour l'école, ce n'est toujours pas le cas dans le pays de Nabi Keita. En ce 21e siècle, les amateurs de Cuiron continuent de jouer sur la terre bâtie,
avec beaucoup de risques sécuritaires. Ce manque d'infrastructures mérite l'attention des autorités en charge des sports afin de permettre aux jeunes de jouir de leur sport préféré. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.